Imaginez une carte. Ce n'est pas la carte d'une ville ou d'un pays. C'est une carte de la manière de briser une personne. Elle montre les chemins que l'on peut emprunter pour démanteler la volonté de quelqu'un, son sens de soi, sa résistance au contrôle. Cette carte s'appelle la charte de la coercition de Biderman. Elle a été créée par un sociologue nommé Albert D. Biderman en 1957. Il n'essayait pas d'enseigner aux gens comment être cruel. Il essayait de résoudre une énigme. Il a étudié des prisonniers de guerre américains capturés pendant la guerre de Corée. Il voulait comprendre les techniques spécifiques et méthodiques utilisées par leurs geôliers pour les forcer à avouer des choses qu'ils n'avaient pas faites. Il voulait savoir comment ils avaient été brisés. Le problème que Biderman étudiait est intemporel. Comment une personne ou un groupe peut-il obtenir un contrôle total sur une autre? La charte de Biderman repose sur 8 méthodes fondamentales. Pensez-y comme à des piliers soutenant une structure de contrôle total. Chacun vise une partie différente du sens de soi et de la réalité. Le premier pilier, isolement. Couper la victime de son système de soutien. Aucune perspective extérieure possible. Impossible de valider sa réalité auprès d'amis ou familles. Isolement cellulaire. Exemple historique. Un agresseur empêche de voir la famille. Exemple courant. La solitude rend la victime dépendante du contrôleur. Deuxième pilier, monopolisation de la perception. Contrôler tout ce que la victime voit. Contrôler tout ce que la victime entend. Contrôler tout ce que la victime lit. Fixer l'attention sur la situation immédiate. Couper les informations du monde extérieur. La seule réalité devient celle du contrôleur. Environnement claustrophobe, pensée altérée. La voix du ravisseur devient la seule voix. Troisième pilier, affaiblissement et épuisement. Induit, la résilience mentale dépend de l'état physique. Privation de sommeil, privation de nourriture adéquate, privation d'hygiène de base. Un corps affaibli mène à un esprit affaibli. La résistance demande énergie. Elle demande la capacité de penser de façon critique. Chronique, épuisement ou inconfort physique, sa capacité à résister diminue considérablement. L'attention se réduit aux besoins fondamentaux. Désir désespéré d'une heure de sommeil ininterrompue. Ils deviennent plus complaisants, moins résistants. Dernier groupe. Tactique pour achever la déchéance. Menace, peur et anxiété. Indulgence, occasionnelle, petite lueur d'espoir. Un mot gentil, un bonbon, un bref répit, imprévisibilité qui déséquilibre la victime. Démontrer l'omnipotence, résistance futile. Les 8 tactiques décrites dans la charte de Biderman ne sont pas employées pour elles-mêmes. Ce sont des outils méticuleusement conçus pour atteindre un ensemble d'objectifs spécifiques et dévastateurs. L'objectif principal est de briser la volonté de résistance d'une personne. Il s'agit de démanteler les structures internes qui permettent à un individu de dire non. Il s'agit de créer un état d'épuisement psychologique et de confusion si profond que l'obéissance devient le chemin de la moindre résistance. Le but ultime est de faire de la victime un participant actif à sa propre soumission, de la faire avouer, obéir ou adopter un nouvel ensemble de croyances de plein gré. L'un des objectifs les plus courants est d'obtenir des aveux. La ligne entre ce qui est vrai et ce que l'interrogateur veut être vrai devient floue. De faux aveux peuvent commencer à sembler un petit prix à payer. Cela devient un choix rationnel dans une situation irrationnelle. Les aveux eux-mêmes sont l'acte final de reddition. L'histoire de la charte de Biderman commence au lendemain de la guerre de Corée. Lorsque les prisonniers de guerre américains furent libérés, les autorités militaires des États-Unis furent alarmées. Beaucoup de soldats avaient signé de faux aveux. Le terme « lavage de cerveau » est entré dans le vocabulaire populaire. L'armée de l'air a commandé une enquête au sociologue Albert D. Biderman. Il a publié son rapport en 1957. Un ensemble systématique et reproductible de techniques. Son travail a d'abord été reconnu dans les cercles militaires et du renseignement. Il a fourni un cadre pour former les soldats, le programme SEER. Dans les décennies suivantes, la charte a dépassé le cadre militaire. Chercheurs et sociologues ont noté une ressemblance frappante avec les sectes. Plus récemment, elle a été adoptée par les spécialistes de la violence domestique. Un partenaire violent isole, contrôle, alterne menaces et affection, dégrade l'estime de soi. Cette reconnaissance valide l'expérience de la victime. Le cadre s'applique aussi aux prises d'otages, aux groupes à contrôle élevé et au harcèlement en ligne. Comprendre cette charte est une défense vitale.
Reconnaître ces schémas, c'est le premier pas pour se protéger et protéger les autres.